Ce soir, je me retrouve avec deux amateurs de vin autour de trois bouteilles. Chacun apporte sa bouteille, les deux autres apportant du blanc et moi j'apporte du rouge. On ne s'est pas concerté, mais c'est comme ça. Chacun choisit ce qu'il avait envie de faire déguster. En ce qui me concerne, moi je fais déguster à l'aveugle. Je ne sais pas ce qu'il en est des deux autres, on verra sur place. Et là, j'ai choisi un Vega Sicilia Unico de 1964. Alors, j'ai eu l'occasion de déguster un Vega Sicilia Unico de 1964 avec mon ami Nasri. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Et la bouteille était évidemment unique, comme toutes les bouteilles. Donc, il est difficile d'en tirer des conclusions. Elle était très bonne, elle était excellente, elle était un tout petit peu évoluée. Celle-ci, je ne sais pas. En tout cas, j'ai dû la carafer parce que je n'ai pas réussi à extraire tout le bouchon. L'étiquette est très brune, très très brune. Je pense que c'est aussi une question tout simplement d'humidité. Elle n'a jamais bougé de sa cave, qui est une cave humide. Enfin, si, elle a fini par bouger puisqu'elle est là, mais pendant très longtemps, elle n'a pas bougé de la cave. En 1964, en Ribera del Duero, c'est une très grande année, et dans le centre de l'Espagne en général, c'est une des plus grandes années. C'est l'équivalent de 1961 pour le Bordelais, donc c'est vous dire à quel point le niveau est haut. Et donc, chez Unico, il n'y a pas d'exception. 64 est un des plus grands millésimes. De toute façon, une décennie en or, puisqu'en 1960 et jusqu'en 70, sur les 11 ans, il y a eu pratiquement, je ne dirais pas que des belles années. Il y a peut-être une année où il n'y a pas eu de Unico. Et pour le reste, il y a eu de très 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 belles cuvées. Bien, donc là, j'ai versé dans le verre. Et je vais commencer par vous décrire la couleur. La couleur est une couleur encore, je trouve, très jeune, assez sombre. Et il y avait du dépôt, d'ailleurs on peut le voir là sur la bouteille, vous voyez. Et donc il y avait du dépôt. Et bon, ça évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. Le vin est probablement pas hyper filtré. Et donc c'est un sédiment naturel, surtout après 60 ans d'existence. Voilà, puisque cette bouteille, enfin ce vin, a été vendangé il y a un peu plus de 60 ans maintenant. Bien, ben écoutez, maintenant, passons aux arômes, à la bouche, parce que jusque-là, ben, je n'ai même pas senti le vin. Waouh! Le nez est explosif, le nez, le nez est magnifique. Alors, le nez déjà donne une indication, j'espère ne pas me tromper, sur la santé du vin. Là, on est face à un vin d'une grande puissance, mais d'une grande délicatesse, d'une grande finesse, déjà au nez. Waouh, incroyable. Et là, comment vous le décrire? Alors, il y a des arômes de fruits mûrs, mais il y a aussi des arômes secondaires, des arômes tertiaires. On retrouve du cuir, on retrouve un tout petit peu de caramel. Aussi du tabac après agitation, un léger nez de fumée, mais il est d'une pureté fantastique. L'attaque peut rappeler le nez. Ensuite, en bouche, ça évolue complètement. Euh, L'attaque est assez fraîche. Elle est assez gourmande, assez curieux pour un Vega Sicilia. Mais je retrouve quand même les marqueurs aromatiques de la Vega, à savoir ce côté euh, légèrement caramel, chocolat, cacao, qui arrive tout de suite avec un fruit mûr, presque confit, et puis un très léger côté torréfié, tout ça extrêmement... Alors c'est toujours comme ça, il y a cette attaque qui est extrêmement intégrée, et puis d'un seul coup surgit, comme du bois, une acidité qui est extrêmement, euh, extrêmement vivace et qui donne comme un coup un coup d'électricité au vin et qui le ravive alors qu'on on est sur un vin, on n'imagine pas qu'il a 60 ans. Je verrai ce que disent mes deux amis. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, j'aurais jamais donné cet âge-là. C'est assez incroyable. Je vais le regoûter.
Il y a en plus de tout ce que j'ai dit, il y a des pointes très légèrement euh, menthe poivrée et il y a un fond on dirait un bouillon réduit de veau en fin de bouche et puis une superbe longueur, tout en dentelle, tout en finesse. C'est un superbe vin. En tout cas, une très belle dégustation et ce serait avec plaisir, j'espère, si j'ai l'occasion, de venir vous rendre compte de l'impression des amis, mais aussi vous commenter les deux autres vins que nous aurons dégustés ce soir. Voilà. Je vous dis donc santé et à très bientôt. T'es là, tu vois, tu vois, tu vois. Je reviens vers vous quelques jours après cette dégustation entre amis. Donc, nous sommes retrouvés tous les trois. L'un avait apporté un blanc, l'autre un blanc aussi, donc moi un rouge. Et finalement, de trois, nous sommes devenus quatre parce qu'un ami de l'ami s'est présenté et il a proposé de se joindre à nous et de jouer le jeu. Alors, il n'avait pas de bouteille sur lui. Par contre, il avait une superbe carte du restaurant où nous étions, une carte des vins. Et il n'a pas eu de mal, je peux vous dire, à trouver une bouteille. Je vous en parlerai un peu plus tard. C'était une très belle découverte, en tout cas pour moi, et très intéressant de déguster ce type de vin à l'aveugle. J'avoue que ce n'était pas évident. Donc, nous avons commencé par les blancs. Et le premier blanc, donc la bouteille avait une forme, on va dire, allez, de Bourgogne-Rhône. Donc, bon, on imaginait que de toute façon, les vins étaient français, mais les gens me connaissant savaient que j'étais capable d'apporter des vins d'ailleurs. Mais en tout cas, les deux vins blancs étaient français. Le premier vin, alors, j'ai eu une petite intuition au début, vraiment une petite intuition. J'ai pensé morceau, mais je me suis dit non, c'est pas assez gras pour un morceau, enfin gras beurré si vous voulez. Peut-être le mot gras est pas bon, plutôt beurré, crémeux, comme peuvent l'être certains morceaux. Ça avait l'air d'être un morceau d'une grande lignée et qui était... alors, je n'arrivais pas à lui donner de l'âge, il avait l'air très jeune et du coup, alors, c'était un très 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 beau vin, vraiment magnifique. Alors moi, je partais sur évidemment sur la côte de Beaune, donc là-dessus, je ne m'étais pas trop trompé. J'ai ensuite éliminé les morceaux et j'étais en train de taquiner les grands terroirs, pas Courton-Charlemagne, mais les grands terroirs de Beaune, du côté de Chassagne, Puligny, Montrachet. On a eu un débat très sympa pour essayer de comprendre où on en était. En fait, c'était un vigneron que j'ai déjà rencontré deux fois, dont je connais les vins, dont j'ai déjà dégusté des vins absolument exceptionnels. Et c'est Arnaud Hante. Donc c'était un morceau 2015, tout simplement Village, qui était absolument magnifique. Alors, je ne veux pas dire que le morceau était magnifique parce qu'il ressemblait, je dis, je sais pas moi, un bâtard montrachet. Non, il était magnifique dans l'absolu. C'était un très beau vin. Et ensuite, nous sommes passés au deuxième vin blanc. Et là, le deuxième vin blanc était donc proposé par mon ami qui était venu avec moi. Et lui nous a bien coincé, si je puis dire. Parce que là, c'était pas évident. Alors, à un moment donné, j'ai pensé château grillé. J'aurais dû me lancer et dire château grillé. C'était pas un château grillé, mais j'aurais du coup pas été très loin. Parce qu'ensuite, je me suis emmêlé les pinceaux. Je me suis retrouvé dans des coins de France qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on buvait. Donc, j'étais même allé carrément dans les clairettes du Rhône Sud. C'était du Rhône, c'était pas du Sud, c'était du Rhône Nord, c'était pas de la Marsanne, de la Haute-Saône, ben, qu'est-ce qui reste? Le Viognier. Et là, nous étions face à un Condrieu d'Yves Gangloff, d'Yves et Mathilde Gangloff, de 2009, 15 ans. J'ai trouvé quand même ce vin extrêmement particulier. Je suis sûr qu'on ne peut pas le mettre dans les mains de tout le monde, parce que ce n'est pas forcément un vin que j'appellerais séducteur, pas du tout. Pas un vin intellectuel non plus, il y a beaucoup de plaisir dans ce vin, mais il y a un côté qui, légèrement, alors on peut le qualifier de anisé, un peu éthanol, qui surprend au nez,
Et ensuite, en bouche, il y a un très beau développement. Euh, il y a du relief, mais c'est pas forcément le vin qui a des reliefs de montagne en altitude, des pics. Non, c'est plutôt des reliefs arrondis avec une très belle texture. Et puis, 15 ans, c'était pas évident. Hein. Je n'aurais pas donné cet âge-là, je le voyais beaucoup plus jeune. Je pense que ce vin en avait encore sous le pied. En tout cas, c'était superbe. Alors, avant de, que le quatrième acolyte choisisse son vin, il voulait essayer de savoir, en fonction de ce que j'avais choisi, ce qu'il pouvait choisir ou non. Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, choisis ce que tu veux. Et donc, nous avons attaqué, du coup, le Vega Sicilia 1964. Alors, avant d'attaquer le Vega Sicilia 1964, nous avons eu droit à un vin pirate qui nous a été servi par le restaurant, parce qu'en plus, nous partagions nos bouteilles avec les personnes du restaurant, l'encadrement du restaurant, donc c'était quand même un échange sympa, parce que celui qui avait organisé connaît très bien toute l'équipe, et donc nous avons partagé, et nous avons eu droit à un Ladois qui était vraiment superbe. Et ce Ladois, alors, c'était un vin plutôt dans la mouvance, je dirais, dans la mouvance nature, qui était extrêmement goûteux, vraiment superbe. Et alors, je vais vous retrouver le nom de la propriété, s'appelle la Chaume d'Élie. C'était un Auxerre d'Urès en 2022, que je ne connaissais que de nom, que j'avais jamais eu l'occasion de goûter. Ensuite, nous sommes passés au rouge, et là, à Montrouge. Et là, en fait, il y a quelques jours que cette dégustation a eu lieu, je l'avais mis donc dans une carafe que je pouvais transporter avec un bouchon. Alors, c'est pas très beau comme carafe, mais ça faisait le job. Et vous voyez, là, il en reste encore un peu. Je l'ai emmené avec moi et je vais les goûter avec vous. Alors, l'impression des dégustateurs était très, très, très élevée. Tout le monde a adoré. L'équipe aussi du restaurant qui l'a goûté. C'est un vin superbe. Bien entendu, celui qui me connaissait le mieux se doutait que peut-être avec mon amour pour Vega Sicilia, ça pouvait en être un, parce qu'effectivement, lui, il a quand même un très bon palais, donc il a quand même reconnu quelques marqueurs aromatiques du Vega, et il tablait sur les années 110, il n'était pas très loin, parce que 64 et 70, 72, 113, bon, à notre échelle, c'est peu d'écart, et ce sont des vins qui ne bougent pas, ou bougent très peu sur 10 ans. Et donc là, je me suis dit que j'allais peut-être, pourquoi pas, voir comment était devenu le vin après tout ce temps. Donc j'ai rebouché la carafe depuis ce moment. Alors évidemment, le nez a évolué sur un nez qui est beaucoup plus oxydé, le nez était beaucoup plus pur à l'ouverture. Donc jusque-là, ce n'est pas étonnant. Je ne suis pas en train de faire une expérience pour vous vanter les mérites de laisser un vin ouvert pendant plusieurs jours. C'est simplement pour le plaisir de peut-être retrouver quelques arômes. Bon, évidemment, c'est plus évolué que le premier jour, mais c'est incroyable qu'au bout de 5 jours, il reste autant de matière et autant de fruits. Donc moi, je suis quand même assez surpris de cette très légère évolution. Alors, ça me remet dans l'esprit de ce que j'avais goûté quand j'ai ouvert la bouteille et puis quand je l'ai redégusté avec des amis. En tout cas, c'était superbe. Et ensuite, nous sommes rabattus sur le quatrième vin, qui était un vin mystère. Et là, autant sur les deux blancs, j'ai hésité, j'ai peut-être dit des bêtises, mais à un moment donné, j'étais dans le mille. Autant là, je n'ai absolument pas reconnu un Bourgogne, donc un Pinot Noir. Absolument pas. Bien qu'il n'avait pas de nez de Syrah ou qu'il ne ressemblait pas à une côte rôtie, je me disais c'est peut-être une Syrah un peu particulière. Et il y avait ce côté légèrement poivré, il y avait beaucoup d'extraction dans le vin était assez sombre. Et là, en fait, c'était pas du tout ça, donc c'était bien un Bourgogne, et en plus, pas de n'importe quelle maison, puisqu'il s'agissait
d'un Chassagne Montrachet de Ramonet. Alors, Ramonet est surtout connu pour ses blancs, mais il fait aussi du rouge. Je vous invite à déguster au moins une fois dans votre vie un de ces rouges. Ils sont, je pense, plus accessibles. Je parle du tarif, quand on les trouve. Je n'ai pas vérifié, mais là, c'était en 2019. C'était un clos, la Baudriotte, et d'une énorme densité de fruits. Pas du tout les marqueurs de la côte rôtie, donc ne le prenez pas pour un côte rôtie. Moi, je ne savais pas où le mettre. J'aurais mis en côte rôtie pas typique, mais voilà, un vin très particulier. Et entre deux, à l'aveugle, on nous a servi un autre vin rouge. Et là, c'est un vin rouge, j'ai trouvé qu'il y avait encore un côté pas assez, je dis pas assez aéré, il avait besoin d'un tout petit peu plus, sans doute, de contact avec, l'air ambiant, parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de réduction, plus que ce que j'aime, mais je sais qu'il y a plein de dégustateurs qui adorent ce côté réduit et assumé. Et là, c'était un Ladois, Le Clou, de Prieuré Roch. Et c'était curieux parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pu déguster un Prieuré Roch en rosé, justement, dans une dégustation tout à fait récente que j'ai postée sur les vins de Tino Kuban, les Jardins Vivants. Et là, nous avait été servi un rosé de Prieuré Roch à l'aveugle. Ben, j'ai préféré le rouge au rosé, mais j'ai encore un tout petit peu de difficulté avec ces réduits. Et tout ça était accompagné de plats et de petites assiettes, avec en particulier des croques truffées. Les croques truffées allaient de manière absolument sublime avec les vins que nous avons dégustés, que ce soit d'ailleurs les blancs et les rouges. Et nous avons passé une super soirée. Ben, j'ai rencontré un nouvel amateur que je ne connaissais pas, l'ami de l'ami. Et puis, nous avons qu'une hâte, c'est de nous retrouver, parce que ce sont des moments exceptionnels où, évidemment, le vin est l'argument majeur, c'est ce qui nous réunit, mais bien entendu, la passion du vin est une des composantes, tout le reste est des relations entre personnes, et nous apprécions la compagnie, et nous n'avons qu'une seule envie, c'est très bientôt de nous retrouver autour de nouvelles bouteilles, et que chacun fasse découvrir aux autres ses passions, et que nous puissions profiter de ces moments uniques. Voilà, je vous dis santé et à très bientôt.